Bienvenue sur Séraphin, on se retrouve pour le nouvel épisode qui sera consacré au sujet que je trouve hyper important et intéressant, donc c'est l'audiovisuel, c'est-à-dire la vidéo, le son, le cinéma et les défis ainsi que les opportunités que le numérique offre à ce secteur. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Antoine Tiercelan. Salut Antoine. Salut Anastasia. Je suis très très contente de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Bien sûr, je m'appelle Antoine Tiercelin, je suis responsable juridique IA au sein d'une société de production qui s'appelle Media One, et également en parallèle de ça, sur mon temps libre, je réalise des courts-métrages, différents projets audiovisuels, j'essaye de créer, enfin je m'amuse en tout cas avec des outils de création. Bon, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui parce que je trouve que le sujet dont on va parler, c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde et nous tous les deux parce que on crée du contenu, parce qu'on en consomme. On va revenir sur ce terme sûrement plus tard. Le contenu audiovisuel, les multimédias, c'est quelque chose qu'on a sous la main tous les jours. On a tous nos portables et on consomme, encore une fois, ce genre de contenu quasiment tous les jours. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de la majorité des gens. Et je suis persuadée que ce contenu-là, donc l'industrie de l'audiovisuel, influence énormément notre vie, notre quotidien et notre manière d'être. On entend souvent une expression comme quoi les multimédias, c'est un soft power culturel. Je trouve que cette expression est juste. Il y a d'ailleurs un chiffre amusant que j'ai retrouvé récemment. Un sondage a été réalisé par Mastercard à la suite du Festival de Cannes 2022 ou 2023. Et du coup, selon le chiffre en question, 50% des Français ont dit que le cinéma a changé leur vision du monde. Je trouve ça assez fort quand même, et ça appuie mon propos. Question pour toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec les multimédias, le contenu audiovisuel très très accessible, on peut parler de la consommation de l'art ? Oui et non, on est dans une consommation. Après, est-ce que c'est de la consommation de l'art ? Je sais pas, j'ai toujours du mal à accepter le fait qu'on puisse considérer l'art comme un consommable et comme un bien industriel comme un autre. Mais il est vrai qu'avec l'avènement du numérique, notamment l'avènement des réseaux sociaux, d'une surconsommation de contenu, une surcréation de contenu, on se retrouve justement avec une surconsommation et une consommation véritablement, où on a du mal à distinguer de ce qui est de l'art ou pas. On a un terme qui est employé sur TikTok, sur notamment de ce qu'on appelle du brain rot, qui est véritablement du contenu produit à la chaîne, un peu débilisant, où il est intéressant de se poser la question de est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'art ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la production audiovisuelle au sens noble du terme ? Pour autant, ça s'inscrit dans une culture quand même. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est on est face à une évolution des contenus auxquels on peut accéder, une surexploitation des contenus qu'on peut accéder, et où à l'époque on avait des contenus qui étaient véritablement de l'art, notamment justement parce qu'on parle d'audiovisuel et de cinéma, qui demandaient beaucoup d'argent à être créés, qui demandaient aussi des endroits pour être consommés, que ce soit la télévision. Il y avait énormément de barrières à la création, et du coup énormément de barrières aussi sur le contenu qui pouvait accéder. Aujourd'hui, on est sur véritablement une vague de contenu avec ses intérêts et son désintérêt. Donc je sais pas si on peut véritablement parler de surconsommation de l'art. Je pense qu'on peut beaucoup plus parler d'une vague de contenu. Après, à chacun de définir s'il s'agit d'art ou pas. C'est assez compliqué et je suis bien trop modeste pour pouvoir qualifier un Joséphine Ange Gardien plus d'art que n'importe quel Reels sur Instagram. Je sais pas trop quoi répondre à ça. En tout cas, tu évoques les reels sur Instagram. En tout cas, on est d'accord qu'il y a de nouvelles formes du contenu, de l'art, du visuel qui émergent. Est-ce que, du coup, à ton avis, ces habitudes des consommateurs, du public, impactent la façon de créer ?
Je pense qu'intrinsèquement, oui. Et je pense que c'est important aussi que ça impacte dans une certaine mesure. Puisque, en général, quand on crée, on cherche à toucher un public. On, on a bien entendu cette rhétorique-là de dire je crée d'abord pour moi-même, mais l'art, c'est à mon sens aussi un moyen de communiquer, c'est de communiquer des émotions aux gens, c'est essayer de toucher des gens. Et pour toucher des gens, il faut qu'il y ait un public derrière. Donc forcément, c'est se poser la question de comment est-ce que je peux rentrer en résonance avec des gens et comment est-ce que je peux les intéresser à mon sujet et à ce que j'ai envie de propager comme message à Mhm. travers mon contenu. La question, elle est plus, je pense, sur la distinction de ce qu'on appelle du contenu. On a bien entendu ça énormément avec l'arrivée d'Instagram, des réseaux sociaux, et même dans une certaine mesure une partie de YouTube, où on va chercher à prendre de l'espace de cerveau disponible, à essayer de faire du contenu qui n'est pas forcément créatif, mais qui va uniquement chercher à faire des stats énormes pour toucher une rémunération qui y est associée. Il y a toute cette dichotomie-là entre des gens qui cherchent à créer et qui justement se revendiquent avec un côté très élitiste et qui par conséquent se coupent complètement du public, et paradoxalement toute une autre forme de ce qu'on pourrait appeler art, mais c'est un peu compliqué de l'appeler art, de contenu qui vise à la surconsommation et qui vise uniquement non pas à créer quelque chose qui va faire ressentir des émotions, mais à créer des produits consommables très rapidement et à chercher à maximiser presque d'un point de vue psychologique le, le billet. C'est à la fois ce qui est extrêmement intéressant avec les réseaux sociaux et justement cette propagation de contenu, c'est qu'on a d'un côté la possibilité pour des petits créateurs et un moyen d'expression qui est extrêmement important, artistiquement parlant, et d'un autre côté, bah, une ouverture à une surcréation de contenu presque indigeste, ultra normé, qui va avoir pour unique objectif de faire des stats. Parlons par exemple cinéma. Les salles de cinéma, en tout cas j'ai l'impression, elles sont toujours plutôt pleines, en tout cas en France, en tout cas à Paris. Euh, donc finalement, les plateformes n'ont pas su remplacer l'expérience des salles de cinéma. Alors d'un point de vue statistique, c'est à la fois vrai et faux. On a une recrudescence depuis le Covid des entrées en salle qui est assez importante, mais on n'a pas non plus une explosion d'entrées en salle. On reste quand même à quelque chose qui est plutôt en déclin que par rapport à une explosion. Le Covid a énormément fait baisser la fréquentation des salles. L'arrivée des plateformes aussi a eu du coup cette incidence. Je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'on a une génération qui est de plus en plus à la recherche d'événements physiques. On le voit notamment avec des cas comme le documentaire d'Inoxtag qui a été diffusé en salle grâce à un visa provisoire, qui a du coup permis de faire des avant-premières en salle avant sa diffusion sur YouTube. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça a mobilisé énormément de gens et qu'on a eu des entrées salles qui ont été impressionnantes par rapport à la résonance. Et un public qui du coup était paradoxalement extrêmement jeune. Donc un public qu'on dit très connecté, pas du tout dans le réel, qui se décroche énormément justement de tout ça et qui cherche l'instantanéité. On se rend compte finalement que ce public-là va en salle. Et quand on lui propose quelque chose qui lui parle, il y va. Et qu'il est à la recherche de ça. Je pense que paradoxalement, le Covid a joué énormément là-dessus, avec justement cette isolation forcée. Notre génération a une envie de se reconnecter aussi au lien social physique. Et c'est un exemple qui peut être aussi illustré par l'émergence de l'e-sport dans les stades, l'émergence aussi d'énormément d'événements internet qui s'exportent dans des zéniths par exemple. Je pense qu'un des grands objectifs du cinéma et un des grands enjeux du cinéma aujourd'hui, c'est de savoir se renouveler. C'est comprendre comment toucher une jeunesse qui est un petit peu en train de perdre, que la télévision par exemple est en train de perdre aussi. Mais en salle de cinéma, on a de plus en plus de volonté de se réinventer. On le voit par exemple avec des films comme Le Comte de Monte-Cristo, les Marvel aussi dans une certaine mesure, cet axe du divertissement, mais du divertissement qui parle à tout le monde, et notamment à une jeune génération, ils ont su le faire. Par exemple, le théâtre est le contre-exemple de ça, où le théâtre est un média qui aujourd'hui touche qu'une classe de la population assez vieillissante, enfin en tout cas majoritairement une classe de la population assez vieillissante, et a du mal à se renouveler, a du mal à faire confiance à nos auteurs. Là où le cinéma est un peu plus enclin à faire ça. euh, Et donc, tu as évoqué un visa provisoire de Inoxtag. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus il s'agit de quoi? Est-ce qu'il y a un processus particulier à respecter?
si tu mets ta Tout casquette à de fait. juriste. Tout à fait. Je suis moins calé sur celui-là, donc je vais potentiellement dire des erreurs, mais globalement, le schéma d'un visa provisoire, c'est les films au cinéma doivent obtenir un visa pour être diffusés en salle. Visa qui a pour but de s'inscrire dans ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire un délai à respecter entre chaque étape de distribution d'un film. Ça signifie qu'un film qui va être diffusé au cinéma va avoir une exclusivité en salle pendant une certaine durée. À la fin de cette durée-là, il va avoir une exclusivité sur de la vente de DVD ou de VOD. Et à la fin de cette exclusivité-là, il va pouvoir être diffusé à la télévision ou sur une plateforme SVOD. En général, le délai moyen, il est de mémoire, et encore je ne suis pas sûr des chiffres. Mhm. Ça va être une exploitation en salle qui est de 6 ou 9 mois, il me semble, et avant que ça arrive sur une plateforme ou à la télé, c'est généralement 24 mois. Sachant que ce délai peut être raccourci via des accords Mhm. avec des entreprises soit de télévision, soit de plateformes SVOD qui vont, en échange d'un certain montant d'investissement, avoir un raccourcissement de ces délais-là pour pouvoir proposer en exclusivité ce film-là. C'est-à-dire, plus vous investissez dans le cinéma, plus vous avez la possibilité de diffuser tôt, plus vous avez d'avantages. C'est assez incitatif pour distribuer enfin, pérenniser le modèle de financement de l'audiovisuel français et du cinéma français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, cette chronologie des médias-là fait que dans l'hypothèse où, ce qui a été le cas pour Inoxtag, il souhaitait diffuser son film sur YouTube très rapidement, il a fallu, pour pouvoir le diffuser en salle, qu'il obtienne ce qu'on appelle un visa provisoire, c'est-à-dire un visa qui vous donne une dérogation sur la possibilité d'avoir une exploitation en salle de manière provisoire et sans avoir respecté ce délai-là. C'est un petit peu l'équivalent d'une avant-première, de dire tu as le droit de diffuser ton film en salle sans pour autant te retrouver dans cette chronologie des médias-là. Sauf que normalement, ce visa provisoire-là est astreint à différentes conditions, notamment un certain nombre de séances limitées, justement pour éviter des abus de ce visa provisoire et d'avoir des films qui du coup seraient surdiffusés avec un visa provisoire sans être contraints par la chronologie des médias. Et il s'avère que le cas d'Inoxtag est assez intéressant, puisqu'il a obtenu ce visa provisoire-là, et le nombre de séances a été explosé par rapport au quota qu'il avait, puisque une grande partie des exploitants de salles ont programmé plus de séances que prévu, puisqu'ils voyaient que les séances étaient sold out très rapidement. Mhm. Ce qui a fait que le film a extrêmement bien marché. Ça a créé un certain nombre de polémiques dans le monde du cinéma, notamment sur le fait qu'ils considèrent qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, et que ça empiétait du coup sur des séances où des petits films indépendants auraient pu être diffusés. Ça s'entend, c'est une question, je pense, et un débat qu'il faut avoir de savoir à quel point est-ce que ce système-là, ou du moins à quel point le fait d'avoir des gros films avec des gros succès en salle a une incidence sur des petits films qui galèrent déjà beaucoup à trouver des distributions et à trouver des places dans les salles. Mais ça illustre aussi le fait que on a la possibilité d'avoir cette double exploitation Mhm. euh, et qu'on a aussi cette spécificité française sur la chronologie des médias. Est-ce que j'élabore un peu plus sur la chronologie des médias? Ah oui, oui, avec plaisir. Parce que cette chronologie des médias-là, ce qui est Mhm. extrêmement intéressant, c'est très juridique. Enfin, c'est très juridique. On va rentrer vraiment sur quelque C'est pas chose grave. d'un peu plus juridique, mais que je trouve extrêmement intéressant justement sur la consommation et la conception française du cinéma. Mhm. Cette chronologie des médias-là, elle est critiquée à plusieurs égards, notamment par les plateformes américaines, bien entendu, puisque aux États-Unis, on n'a pas la même chose. Et ça a été assez marqué pendant le Covid, justement, où Disney, par exemple, a sorti certains films qui devaient sortir en salle ont été finalement sortis sur leur plateforme directement. Je pense notamment à Mulan, il me semble. Non, pas Mulan. Si. Ouais. Merci, Fredo. Mhm. Euh, je pense à Mulan, qui a fait ce principe-là. Et suite au Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des tentatives de diffusion simultanée, c'est-à-dire à la fois au cinéma et à la fois sur la plateforme en même temps. Ils se sont Ok. rendus compte que ça fonctionnait assez mal et que le meilleur modèle, en tout cas le plus efficient économiquement pour eux, était généralement une diffusion cinéma avec une diffusion sur des plateformes sur un délai de 2 semaines à un mois après. Mhm. Donc beaucoup, beaucoup plus restreint que la France qui, elle, est sur des 12 à 24 mois, en règle générale, en fonction des accords. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, on a ce système-là, on est les seuls à l'avoir, presque. Et on s'y accroche, sauf qu'il est de plus en plus questionnable avec aujourd'hui l'émergence d'Internet, l'émergence des VPN,
les conséquences et le retour de bâton que cette chronologie des médias peut avoir. Puisque je prends l'exemple, par exemple, d'un film qui est Bac Nord, Mmh. qui a été diffusé en salle en France et qui avait été... Quand on a un film, en général, on a plein de financements. Donc on va aller chercher des chaînes de télévision, des financeurs. On va avoir des financeurs, on va avoir... du coup, ça va être des banques et ça va être majoritairement aussi des chaînes de télévision ou des plateformes. Elles vont te dire, bah non, on investit tant de pourcentage dans ton film pour que, à partir du moment où il a fini son exploitation salle, on ait le droit de l'exploiter en exclusivité sur notre plateforme, en VOD, sur notre télévision, en fonction OK. des cas, en fonction de qui investit. Et il s'avère que Netflix avait investi dans Bac Nord et ils avaient obtenu les droits SVOD pour la Belgique, territoire qui est limitrophe à la France. Mmh. Sauf qu'en Belgique, on n'a pas cette chronologie des médias là. Et par conséquent, il me semble que c'était 1 ou 2 mois après la diffusion, il était disponible sur le Netflix belge. Et il s'avère qu'avec un VPN, n'importe quel Français peut accéder au Netflix belge. OK. C'est une zone grise, c'est plus ou moins légal, Mmh. mais ça pose cette question-là de se rendre compte que du coup, c'est des contenus qui sont accessibles en ligne, et à partir du moment où les contenus sont accessibles en ligne, ils sont aussi beaucoup plus facilement téléchargeables. D'accord. Ce qui du coup pose une question sur le fait qu'on a de temps en temps, on se retrouve avec ce schéma-là. Il ne faudrait pas, bien entendu, puisque tous les deux des juristes, télécharger, c'est mal. Mais ça crée quand même une conséquence qui signifie qu'il va être plus simple d'accéder à un contenu en le piratant qu'en l'obtenant légalement. Ça questionne véritablement sur cette chronologie média-là à l'ère d'une explosion du Mmh. numérique. À l'ère où on peut difficilement conceptualiser la création et notre patrimoine culturel indépendamment du monde extérieur. Jusqu'à maintenant, on avait une logique qui était très française et qui fonctionnait, puisqu'on avait une distribution qui était forcément limitée aux chaînes de télévision françaises, au cinéma français. On avait peu d'incidence extérieure. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est mondialisé, et notamment sur le sujet culturel, où les exploitations vont se faire partout dans le monde. Et cette chronologie des médias-là questionne énormément sur ce point-là. Et justement, donc le visa provisoire que tu as évoqué, ça s'inscrit dans le cadre, de cette règle de chronologie des médias, à la française? J'ai peur de dire une bêtise parce que le cinéma est pas ma spécialité de base, donc ça signifie que je connais pas tous les enjeux, mais je sais que le visa provisoire permet d'échapper à cette chronologie des médias là. Je pense que c'est pas la seule incidence, il y a des questions d'exploitation, mais en tout cas c'est une des conséquences et un des entre guillemets avantages, c'est de ne pas se retrouver contraint par la chronologie des médias. OK, donc c'est-à-dire qu'avec le visa, on peut distribuer enfin, on peut diffuser, heu, notre, notre contenu, notre film, sur une plateforme, en parallèle avec, les salles de ciné? En général, ça va pas être en parallèle, ça va être juste après l'exploitation salle. OK. Et ça va être de toute façon une exploitation salle qui est extrêmement limitée. Ça va être généralement sur un week-end, un nombre de séances limité. On va avoir quand même énormément de contraintes. On n'est pas sur une distribution salle classique. D'accord. C'est véritablement une exception presque. C'est pouvoir... la logique est beaucoup plus dans le sens de faire comme une avant-première d'un contenu qui serait diffusé sur une plateforme, mais de donner la possibilité d'avoir une avant-première et des conditions cinéma. OK. Et revenons du coup aux plateformes. Compte tenu de ces règles qui existent en France, est-ce que les plateformes jouent un rôle dans le respect de ces règles? Typiquement, si quelqu'un diffuse un film dans des salles selon le visa provisoire ou la chronologie des médias, est-ce que du coup, si en même temps le contenu en question se retrouve sur YouTube, est-ce que YouTube est censé réagir, retirer le contenu? Oui, 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 ils réagissent de manière assez prompte. Pour le coup, YouTube est pas du tout une problématique de ce point de vue-là. Et c'est pas nouveau. YouTube a, avec son Content ID et tous ces problématiques de droit d'auteur, ça a été, bon, c'est très juridique, mais les conséquences d'une directive européenne sur le droit d'auteur qui a Mhm. été justement, qui a obligé YouTube et les hébergeurs de contenu à avoir quand même une certaine responsabilité, très relative, mais à essayer de faire le maximum pour faire disparaître du contenu qui ne serait pas conforme au droit d'auteur. Et la conséquence de cette directive, en fait, a plus été que YouTube, avant que cette directive soit promulguée, pour qu'elle soit le plus soft possible, a Mhm. été très proactif sur ces sujets-là. Les sujets du droit d'auteur chez YouTube, et notamment de la publication de contenu
protégé par le droit d'auteur, d'autant plus les films, est extrêmement bien encadré. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances, et ça arrive très rarement, de se retrouver avec des films sur YouTube. C'est beaucoup plus sur du site de piratage très spécifique. Idem Mm. sur des plateformes style Netflix, Amazon, ils sont contraints par ces règles-là. On n'a aucune plateforme, aucune chaîne de télévision, on a très peu de gens qui ont tendance à contourner, en tout cas de manière aussi frontale, la chronologie des médias. J'ai pas connaissance d'un cas où une plateforme aurait diffusé dans la foulée sur son site français un film qui aurait été diffusé au cinéma juste avant. Notamment puisque il y a eu beaucoup de réglementations qui ont été faites récemment sur les plateformes, et où les plateformes avaient plutôt tendance à faire le dos rond et à ne pas être trop vindicatives dans leurs demandes et à ne pas trop faire n'importe quoi, justement pour obtenir les aménagements les plus favorables pour eux. Ouais. Donc on est quand même sur quelque chose de très respecté. Et c'est justement ça aussi qui est inquiétant, c'est qu'on est sur quelque chose qui est très respecté en France, mais où les débordements, et qui sont des débordements sur lesquels la France n'a pas la contrainte, n'a pas le pouvoir législatif d'agir, sont du coup des territoires extérieurs. Et où du coup, c'est la problématique qu'on a sur plein de choses avec Internet, mais c'est comment réguler quelque chose sur laquelle on n'a pas la main mise. C'est d'un côté, si on a une régulation qui est trop coercitive, on va avoir les mêmes risques que la Chine, de se retrouver avec un Internet très fermé, de se retrouver avec beaucoup de contenu qui n'est pas accessible et d'avoir des questions qui vont se poser sur la liberté d'expression. Et d'un autre côté, si on ne régule rien du tout, ça va être très compliqué. Parce que du coup, on n'a plus aucune maîtrise sur tous les sujets qui touchent au numérique. Et où je pense que l'audiovisuel et le cinéma sont un sujet qui est assez intéressant, notamment sur la disparité et la spécificité de la France sur le droit d'auteur, qui est très à part, notamment sur le cinéma. On a une exception française du cinéma qui est incroyable, qu'il faut qu'on conserve, et que cette globalisation met un petit peu à mal, ou du moins questionne de plus en plus. Et je trouve que la chronologie des médias est un bon exemple de ça, où c'est typiquement un mécanisme juridique qui a été mis en place, qui Mm. aujourd'hui vieillit mal, on va dire, et qui est de plus en plus questionnable. Aujourd'hui, il n'est pas tant que ça, puisque les plateformes jouent le jeu et tous les intervenants qui viennent sur notre territoire jouent le jeu. Mais à partir du moment où ils se rendront compte que l'intérêt, et c'est déjà ce qui commence à être fait, avec l'achat de droits monde et du coup d'une diffusion simultanée sur d'autres territoires, se dire bah finalement quel est mon intérêt à moi d'aller investir en France, sachant que je suis extrêmement contraint et que j'ai d'autres moyens de pallier à ça. Mm. Je pense que la dynamique française, qui aujourd'hui est encore très compétitive dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma, notamment par du personnel très qualifié, et que c'est une terre de cinéma, euh, doit faire attention à ça. D'un autre côté, je pense que les plateformes aussi ont intérêt à jouer le jeu, mais où ça questionne énormément. Les plateformes. Euh, Qu'est-ce qui se passe concrètement avec les algorithmes, avec le contenu qui nous est proposé, recommandé par les plateformes? On a tous un Internet différent, ça se remarque assez facilement. Euh, Comment ça marche? Est-ce que tu peux en parler? Alors, je peux en parler, mais j'ai aucune idée de véritablement dans les faits comment ça fonctionne. C'est-à-dire que chaque société a ses secrets de fabrication. On sait, bien entendu, que notamment des plateformes comme Netflix ou Amazon vont avoir des systèmes de recommandation de contenu très poussés, avec beaucoup d'algorithmes à l'intérieur et beaucoup de personnalisation. Même, je sais que sur Netflix, par exemple, l'image que vous allez avoir comme image de présentation du film est différente en fonction de chaque personne. Elle va cibler véritablement l'image qui serait la plus à même de vous faire cliquer dessus. On a du coup une personnification de plus en plus forte, algorithmisée, et c'est pas quelque chose de nouveau non plus. C'est déjà le cas, on avait déjà le cas avec les réseaux sociaux, c'est issu des réseaux sociaux, d'une personnalisation au maximum, de chercher au maximum à avoir un taux de clic le plus important possible, à avoir de la rétention d'attention, justement pour maximiser le temps des gens sur ces plateformes-là. Je pense que la question qui se pose vis-à-vis de ça, c'est aussi est-ce qu'on n'a pas un risque que ça appauvrisse la créativité. On le voit aussi énormément, et c'est le risque qu'il y a, c'est du coup que des plateformes ou des acteurs qui sont plus gros, ou du moins qui ont des budgets plus gros et qui font véritablement de l'art, de l'audiovisuel, se retrouvent à appliquer les mêmes logiques économiques que des créateurs de contenu, enfin, et même créateurs c'est un grand mot, mais des gens qui cherchent à faire de la création de contenu comme de la création de boîtes de conserve, c'est-à-dire se dire les gens aiment la conserve à la tomate, je vais produire que des conserves à la tomate.
Si demain ça change, je vais produire de l'ananas. De pas chercher juste de produire quelque chose qui va faire cliquer les gens, faire du chiffre, d'annihiler justement tout ce côté créatif. C'est un petit peu le risque qui existe, je pense, avec cette recommandation de contenu-là. C'est que du coup, d'avoir de la data chez Netflix, Amazon, Disney, même pour des chaînes de télévision, d'avoir cette data et de se dire, ah, regardez, quand on a une série policière de 3 épisodes avec tel personnage, ça fonctionne très très bien, on va faire que ça. Et un mois après, se dire, finalement, la série policière, c'est pas mal si on rajoute un peu de thriller. Et du coup, on va dire à l'auteur, tu nous fais du thriller à l'intérieur. Et de se retrouver du coup avec du contenu qui n'est pas fait par des auteurs, qui n'est pas fait par des créatifs, mais par des commerciaux presque entre guillemets. C'est de se retrouver avec quelque chose qui va perdre toute âme et de chercher au maximum à avoir non plus une création, mais un contenu. Un contenu dans le sens le plus basique du terme, c'est un contenu qui est propre à la consommation. On va chercher à vous faire consommer de l'audiovisuel, de vous faire consommer comme vous achèteriez, je sais pas, n'importe quoi. L'analogie est déjà assez parlante finalement. Euh, donc tu évoques les plateformes essentiellement américaines et est-ce que sur ces plateformes-là, on retrouve des auteurs indépendants, des auteurs européens? Je pense que oui, il y en a. Donc finalement, on peut se voir proposer du contenu, on va dire, euh, d'auteurs, de créateurs, et qui ne serait pas assimilable à une boîte à conserve. Mais c'est quoi du coup la difficulté? Pourquoi ce contenu-là, il n'est pas mis en avant? Est-ce que c'est lié aux préférences du consommateur? Donc c'est quelque part un shift qu'on peut observer au sein de la société tout simplement? Ou est-ce que c'est parce que les plateformes clairement imposent le contenu qui est créé à la chaîne et qui ne provient pas forcément d'auteurs indépendants? Non, je pense que c'est une boucle en fait. C'est que dans les faits, vu qu'on va avoir un contenu qui est plébiscité par des gens, on va chercher à produire que ce type de contenu-là, et du coup d'entrer dans une boucle, sachant qu'il n'y a que ce contenu qui est produit, les gens n'ont accès que à ça. Donc du coup, ça plébiscite ce contenu et c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Mm. Il faut se rendre compte que l'audiovisuel et le cinéma, beaucoup de succès en salle en fait sont le fruit d'un hasard. C'est qu'on a des films, on ne s'attendait pas à ce qu'ils fonctionnent, et ils ont explosé le box-office en salle. Par exemple, Joker de DC Comics, que je trouve assez intéressant sur ce point de vue-là, parce que c'est un film qui est un blockbuster, mais un blockbuster d'auteur, a fait des chiffres auxquels le studio ne s'attendait pas. Et ça a relancé toute une vague, notamment chez DC, de films un peu plus auteurs, un peu dans le style du nouvel Hollywood, entre guillemets, dans la manière de produire, et d'avoir une algorithmisation trop poussée vis-à-vis de ça, fait que ça annule complètement la possibilité d'avoir un aspect aléatoire. Ça rend du coup une production un petit peu à la chaîne et ça empêche d'avoir cette surprise-là. Et d'avoir des auteurs qui proposent aussi quelque chose de nouveau. C'est que si on a un algorithme qui dit aux consommateurs, regarde, ça t'aime bien, reprends-en, et que du coup la plateforme a comme info de regardez, il aime bien ça, on va produire que ça. Et à la fin, on va juste être il n'y a rien de nouveau qui se crée. On recycle quelque chose, on tourne en rond autour des mêmes thématiques. C'est quelque chose qui, de toute façon, ne fait pas forcément réfléchir. Ça va être du contenu presque produit à la chaîne. Il y a quand même des auteurs, je pense, qui arrivent à émerger des plateformes là, et je pense pas que les plateformes soient complètement comme ça, et je pense que c'est plus un risque à l'avenir, et c'est plus une question qu'il faut se poser. Notamment avec l'automatisation aussi des choix de scénario, avec l'automatisation de plein d'aspects de la production. De se poser des questions de où est-ce qu'il faut qu'on laisse de l'humain et où est-ce qu'il faut que l'humain soit essentiel pour garder du coup une véritable humanité dans la création de contenu, au sens large. Ouais. Donc là, on commence à toucher un peu à l'IA, je pense, quand tu parles de l'automatisation de la création. Quel est le rôle de l'IA dans la production, dans le secteur de l'audiovisuel? Je pense que le rôle, c'est compliqué de définir un rôle parce que le secteur de la production est tellement large que l'IA pourrait avoir un rôle partout, comme dans toutes les strates de la société, un rôle plus ou moins important. Mais l'IA, dans l'absolu, peut être partout.
La question, je pense, plus qui se pose, indépendamment du rôle qu'elle a, c'est quelles conséquences elle a. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que le fait, par exemple, qu'une intelligence artificielle puisse générer une image choque beaucoup plus les gens qu'une intelligence artificielle capable d'agglomérer des informations dans un tableur Excel. Pour autant, on est sur la même IA qui fait la même chose, mais il y en a une des deux qui touche à de la création. Création qui, théoriquement, est l'apanage de l'être humain, ou du moins philosophiquement, même le droit d'auteur est construit comme ça. C'est véritablement, il ne peut pas y avoir de création sans qu'il y ait d'être humain derrière. Le fait qu'une intelligence artificielle puisse, du moins, sembler créer, est-ce qu'elle crée véritablement? C'est une question ouverte à laquelle je n'ai pas la réponse, et je pense que c'est un sujet de débat extrêmement intéressant, mais qui peut durer 3 heures. Mais cet aspect-là qui semble créer, entre guillemets, ça signifierait que nous, on est des machines. C'est que le fait qu'une IA puisse faire ça nous enlève presque philosophiquement notre part d'humanité. C'est se questionner, de se dire qu'est-ce qui nous différencie d'une IA et où est-ce que notre humanité réside. Et je pense que ce fondement-là est extrêmement important parce que ça touche au fondement même de l'audiovisuel et du cinéma et de où est-ce que l'intelligence artificielle peut intervenir. C'est contrairement à des travaux qui vont être plus considérés comme des tableurs Excel, des consultants, plein de métiers qui vont être plus sur de la logique et des mathématiques. Cette logique-là, elle est plus compliquée à appliquer à l'audiovisuel parce qu'on va toucher à de la création. Et de la création, on veut garder de l'humain derrière. Donc la question, elle n'est pas quel est le rôle de l'IA et ce que fait l'IA à l'intérieur, c'est quel est le rôle qu'on veut lui donner. C'est dans l'absolu, l'IA peut faire un film de A à Z si elle le veut. Est-ce que le film déjà le sera cas. quali? Exactement. Ça arrive déjà. Après, est-ce que le film est quali? Oui, non, ça dépend des Il y a interprétations. des prix du festival de Venise. Mais il y a un créateur derrière. Il n'est pas fait de A à Z. Il y a un créateur quand même derrière. C'est ça qui est très important. C'est la question, c'est je pense que l'IA est bonne. Et je pense qu'il faut qu'on utilise l'intelligence artificielle parce que ça va enlever certaines barrières à l'entrée. On vit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'audiovisuel, je pense, une révolution assez similaire à ce qu'on a eu avec le home studio pour la musique. Où on a donné la possibilité à n'importe qui de s'exprimer sans contrainte économique, presque. Là, la problématique qu'il y a aujourd'hui à faire des films, des courts-métrages, même la plus simple création de contenu, c'est avoir à sa disposition le matériel, les compétences techniques. Il faut un nombre d'intervenants entre l'ingé son, le graphiste, le mec qui sait filmer, le cadreur, l'étalonneur, le monteur, le scénariste, le réal, et chacun a un domaine technique très spécifique. Et on peut choisir de tout faire soi-même, mais ça prend des années, et voire même on fera tout moyennement. Et par contre, l'IA peut être très intéressante parce qu'elle va nous permettre, si demain j'ai envie de faire un projet, d'avoir par exemple de la musique, pas forcément de très bonne qualité, mais suffisante pour que ça habille mon projet, avec de l'intelligence artificielle. Ou que j'ai de l'aide de l'intelligence artificielle pour écrire mon scénario. Ça va permettre de pallier à toutes ces impossibilités techniques et financières qu'on aurait, et de permettre du coup de libéraliser la création. Et je pense que c'est très similaire avec ce qui s'est passé au Home Studio. C'est des gens qui bidouillent des trucs, qui se rendent compte que tout est accessible, et qui expriment leur créativité à travers ça. Et l'intelligence artificielle, je pense, c'est un extrêmement bon vecteur de ça. Donc il faut pas la diaboliser. Mais je pense que paradoxalement à ça, c'est également quelque chose qui va permettre d'industrialiser énormément la création audiovisuelle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de créateurs grâce à l'IA, grâce à ou à cause d'eux, c'est au choix, beaucoup plus de créateurs qu'avant, justement parce que on a un accès très facile aux outils d'intelligence artificielle, entre autres, qui nous permettent de créer alors qu'on n'est pas forcément professionnel. Ou pas. Et je pense que c'est un sujet qui est très compliqué, voire même insoluble, parce que ce qui peut être pour moi une création pourrait ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, et inversement. Ce qui pour quelqu'un est une création, pour moi je considère pas ça comme une création. Et je pense que c'est définir ou pas ce qu'est une création, c'est un jugement de valeur. C'est compliqué d'objectiver la création. Par contre, je pense que il n'y a pas plus de créateurs, mais il y a plus de créateurs qui ont la possibilité de montrer leur travail ou de voir leur travail émerger. Je pense que l'IA, elle est plus là. Les gens qui n'ont pas de velléité à créer, qui ne sont pas véritablement dans l'âme des créateurs, l'IA ne servira pas à grand chose. C'est-à-dire, par exemple, la trend des starter packs qu'il y a sur Instagram, LinkedIn aussi, TikTok, c'est extrêmement intéressant. Ça ne fait pas des gens qui utilisent l'IA pour créer un starter pack. Tu sais, c'est les petites images créées par OpenAI. Tu les as vu passer? Pas vraiment. Non, tu regarderas, c'est magnifique.
Mais où c'est vraiment, pour les gens qui n'ont pas vu ça passer, c'est une sorte de trend, comme il y a beaucoup de trends, comme il y a eu la trend Ghibli avec les illustrations Ghibli, tu te fais un petit personnage starter pack avec 4-5 éléments qui te définissent au sein d'un sorte de petite boîte de jouets. Mm. Non, Ok. mais du coup, cette création, je sais pas si tous les gens qui ont fait des starter packs sont des créateurs. Ils ont généré une image, mais est-ce que ça en fait des créateurs pour autant? Je ne sais pas, je ne crois pas pour autant. Par contre, Qu'est-ce que te permet de dire qu'une œuvre, enfin, en contenu, est une création? Quels sont tes critères? j'en ai pas et c'est une question qui est très intéressante, mais plus juridiquement parlant. Je pense que globalement, à peu près tous les reels sur Instagram, quasiment tout le contenu qu'on retrouve sur Internet, du moment où il est original, mais à mon sens, c'est pas très compliqué de le rendre original. Tout ça est une œuvre de l'esprit. C'est plus compliqué. Ok. C'est pas exactement le cas et c'est surtout un nouveau cas que pose l'arrivée de l'intelligence artificielle. Quelque chose qui va être généré à 100% par de l'intelligence artificielle sur lequel on va pas avoir plus de fonctions que de taper un prompt, n'est actuellement pas protégé par le droit d'auteur. Ce qui signifie qu'au sens du droit, quelqu'un qui taperait juste des prompts et qui n'aurait pas une intervention physique véritablement, donc en utilisant Photoshop ou en modifiant véritablement l'image, ne serait pas un auteur au sens du droit. Ce qui est déjà assez intéressant, ça donne une piste, enfin, du moins juridique, sur ce qui est un auteur ou pas. C'est aussi extrêmement justifié par c'est un énorme bordel. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Tu pourras couper. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Sachant que on a une sur-invasion de contenu généré par l'intelligence artificielle. C'est, je pense, aussi une façon de réussir à préserver le droit d'auteur et à maintenir un carcan déjà existant sans avoir à en recréer un nouveau. Mais ça pose aussi cette question-là de à partir de quand est-ce qu'on a un créateur? On peut se dire que avec l'arrivée des plateformes, avec l'arrivée des nouvelles technologies tout court, euh, beaucoup plus de gens arrivent à s'exprimer dans le numérique, enfin par le biais des outils numériques. Euh, j'ai été récemment à une projection d'un film d'un réalisateur allemand euh, qui, euh, qui travaillait dans les années 60-70 et il a dit une phrase que j'ai trouvée très sympathique. Il a dit: à 25 ans, on avait tous envie de créer son film. C'était l'époque. Tout le monde faisait ça. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une tendance similaire aujourd'hui pour une certaine œuvre? Peut-être pas pour des films, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les gens, peut-être en particulier les jeunes, ont tous envie de se lancer, tous, c'est un gros mot, mais il y a une certaine tendance pour une création en particulier. Tout le monde a envie de faire du podcast, par exemple. Moi, je sais pas trop. Je suis pas. Je pense pas. Je pense que cette. Il y a une tendance, forcément, mais comme la tendance de l'époque de nos parents, c'était de devenir chanteur, comme la tendance, c'était toujours de vouloir devenir les gens enfin, qui sont nos idoles quand on est jeune. Il y a ce côté-là de aujourd'hui, nos parents, ça allait être. Nos grands-parents, Elvis Presley. Par exemple, nous aujourd'hui, notre génération, ça va être beaucoup plus des influenceurs, des youtubeurs ou des acteurs de cinéma, mais c'est, je pense, une tendance qui est plus dictée par qui sont les personnes influentes, entre guillemets, ou qui sont les stars Mhm. d'aujourd'hui. Donc forcément, sachant que c'est ces personnes-là qui sont plébiscitées par notre génération et la génération plus jeune, ils veulent leur ressembler. Donc je pense pas que ça soit une volonté de faire de la création de contenu, je pense que c'est plus une volonté de calquer euh, une époque. C'est que l'époque a changé, les idoles ont changé, ce qu'on met en avant a changé. Et je pense que c'est assez intéressant, d'un point de vue même sectoriel pour l'audiovisuel au global. C'est que il va falloir que l'audiovisuel, dans le sens très strict du terme, c'est-à-dire la télé, les plateformes, et dans un sens vraiment très large de cinéma, soit capable de s'adapter à ça.
La télévision, pour le coup, a énormément snobé Internet, a énormément snobé YouTube, a énormément snobé ces créateurs de contenu-là en disant ils sont rigolos, ils jouent dans leur chambre avec une caméra, c'est sympa, nous on fait des vrais trucs. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le public de la télé, il est très vieillissant, que les jeunes, ils ne sont pas en train de regarder la télévision. Ou du coup, beaucoup, beaucoup moins. Et qu'on se retrouve avec un marché qui se paupérise énormément, qui en plus coûte extrêmement cher. Le fait que YouTube et que les créateurs de contenu YouTube, je parle majoritairement des créateurs de contenu YouTube parce que j'ai grandi avec ça et que je trouve que c'est ceux qui ont évolué de la manière la plus logique. C'est ceux qui ont le plus, ça fait 15 ans maintenant qu'ils existent. Et l'évolution, je trouve extrêmement intéressante. On est passé de gens qui se filmaient dans leur chambre avec une logique de débrouille à aujourd'hui des boîtes de prod très structurées. Et qui n'ont pas dérivé, qui ne sont pas passés à la télévision ou sur des plateformes, qui continuent encore d'être sur YouTube. Ça signifie qu'ils ont développé un modèle économique qui est viable. Ils ont développé un modèle économique de création audiovisuelle sans avoir besoin d'être diffusé à la télévision sur des plateformes, sans les systèmes de financiers classiques qui sont des systèmes très précis. La France a un système de financement de l'audiovisuel et du cinéma qui est à part, qui est véritablement une sorte d'écosystème. Le fait qu'ils aient réussi à produire ce que pourrait produire la télévision ou le cinéma sans être entrés dans ces écosystèmes-là est extrêmement intéressant et je trouve très sous-coté par la télévision et par le cinéma. Et le fait qu'ils les aient snobés pendant très longtemps et qu'aujourd'hui on se retrouve avec des jeunes qui plébiscitent ce contenu-là, que contrairement à l'époque, ces créateurs de contenu presque exclusivement numériques ne s'intéressent pas à aller sur la télévision. C'est quelle que soit la proposition de la télévision, ils ne s'intéressent pas énormément à aller sur ces médias-là. Enfin, pas tous, je généralise un petit peu, mais ou du moins, quand ils arrivent, c'est différent. Et ça va pas être la majorité du contenu, et ça va pas être là où le contenu va être le plus consommé. C'est très compliqué de faire la transition entre les deux. Le pont n'a pas existé pendant trop longtemps. Et ce qui fait qu'on a un gros enjeu aujourd'hui sur ce point de vue-là, c'est justement le fait que si aujourd'hui l'intégralité, enfin ou du moins beaucoup de gens et beaucoup d'adolescents veulent devenir des influenceurs, veulent devenir des créateurs de contenu sur Internet, c'est que l'époque a changé, et que le mode de consommation a changé, et que la télévision est en train, pas de disparaître, mais est en train de... Si elle ne veut pas disparaître, plutôt, elle a besoin de se renouveler, elle a besoin de changer sa logique. Et je trouve du coup que c'est assez intéressant pour ça, c'est que ça montre et ça met en exergue un choc générationnel entre deux manières de produire du contenu. Est-ce qu'il y a un choc générationnel dans la manière de consommer le contenu? Forcément. Il y a une manière de consommer qui est complètement différente, mais je pense pas que ça soit forcément générationnel. Je pense que c'est une évolution des outils. On a une différence, je pense, territoriale aussi, où il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas forcément accès à Internet ou pas accès à Internet au débit et qui ont l'habitude de consommer de la télévision, mais c'est une population qui est de plus en plus vieillissante. Moi, par exemple, je n'ai quasiment, excepté quand j'étais très jeune, regardé la télévision. La majorité du contenu que je vais consommer, il va être sur YouTube, il va être dans une moindre mesure sur Netflix, Amazon, sur des contenus, enfin plus audiovisuels. Et quand je vais regarder du live, ça va être beaucoup plus sur Twitch. Je ne regarde quasiment plus la télévision, sauf pour les matchs de foot. Ça se comprend. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ma consommation, et même si on pouvait se dire à une époque que le fait qu'on ne regarde plus la télévision, c'est parce qu'on n'a pas la possibilité de choisir le moment où on le regarde et le programme qu'on veut, est de plus en plus remis en cause par l'explosion, relativement, de Twitch, où on a une consommation de contenu en live et en direct avec des événements précis. Par exemple, le GP Explorer de Squeezie, on va avoir aussi des événements comme le match France-Espagne avec Amine. On a du coup une création de contenu avec des gens qui suivent en live. Ils arrivent à fédérer des gens pour suivre en live. Et pour autant, ce n'est pas un public qui regarde la télévision. Je pense que le rajeunissement et le choc culturel n'est pas spécialement sur le mode de consommation et la manière de consommer. Le choc culturel, il est plus sur le contenu qu'on propose. C'est que le contenu que propose la télévision n'est pas la manière de consommer qui est problématique, c'est le contenu qu'on va proposer. C'est que le contenu qu'on va proposer n'intéresse plus forcément les jeunes. Et à l'inverse, le contenu qui est proposé sur Internet n'intéresse pas un public plus vieillissant. Sauf qu'en général, quand on vise l'avenir, on va plutôt aller chercher un public jeune qu'un public vieux. Donc il y en a un des deux qui est peut-être plus sur le déclin que l'autre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain rapprochement
entre les différentes générations et tout le monde se met à peu près sur YouTube, au moins sur YouTube, peut-être moins Mais sur d'autant les plus. autres plateformes. C'est vrai que d'autant plus sur Mais parce qu'on est... même les quarantenaires aujourd'hui avaient 20 ans quand YouTube est arrivé. Mm. Ouais, peut-être pas si jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est entré dans des modèles de consommation très classiques. Même aujourd'hui, avec les téléconnectés, on a justement, et c'est ça qui est très intéressant, YouTube qui devient un mode de consommation qui est presque majoritaire. Aujourd'hui, les chiffres de YouTube sont plus élevés que ceux de la télévision au global. Mm. On a du coup en France une plus grande consommation de YouTube que de chaînes de télévision. Et les chaînes de télévision s'en sont rendues compte, mais trop tard, je pense. Enfin, j'espère pas, mais très tardivement. Et aujourd'hui, elles investissent en masse dans des chaînes de rattrapage et dans des plateformes. On a par exemple TF1 avec TF1+, M6 avec M6+. Il y en a un des deux, c'est pas plus, mais je sais plus lequel. M6 Je crois que c'est sans M6+. plus. Non, je pense que M6 sans plus. Ça aurait été une bonne vanne, mais je pense pas qu'il l'ait fait. Mais bref, ils investissent des sommes qui sont extrêmement conséquentes dans ces vidéos à la demande, et je pense qu'il y a une logique aussi qui doit être, au lieu d'investir énormément sur de la technique et du modèle de consommation, est-ce qu'il serait pas intéressant aussi de se pencher sur pourquoi est-ce que on ne changerait pas aussi ce qu'on propose comme contenu? Et je pense que je me trompe peut-être, hein, mais que le contenu qui va être mis en avant, ou du moins qui va être greenlighté par les chaînes, est un contenu qui ne vise pas les jeunes. À la fois parce que les parts de marché vont être très mauvaises dès qu'on fait un contenu entre guillemets un peu plus jeune, puisqu'il n'y a que des vieux devant la télévision, enfin que des personnes d'un certain âge devant la télévision. Et du coup, les chiffres sont pas bons, oui, forcément, puisque vous ne ramenez pas le public. Et que le public n'est plus sur votre média. Donc je pense qu'il y a aussi un cercle vicieux de se dire on va produire pour toucher le public qu'on connaît nous. Ou du moins qui est encore devant son téléviseur. Mais avec une logique comme ça, c'est la technique de l'autruche. Et d'un autre côté, on va essayer de rajeunir, et dès qu'on essaie de rajeunir, on le fait pas forcément de la bonne manière. Parce qu'ils n'arrivent pas à... De moins en moins. Mais à l'époque, c'est aussi ce qui ressortait beaucoup. C'est on avait eu des tentatives d'intégrer, on va dire, des créateurs de YouTube à la télévision. Et ça n'avait pas très bien fonctionné, puisque c'était deux médias différents, et les codes étaient mal compris. Et je parle véritablement en tant que consommateur de contenu Internet. J'ai grandi avec YouTube, j'ai grandi avec Internet. Je pense même que ma culture est beaucoup plus forgée par Internet que par du contenu classique, que par du cinéma, de la télévision. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a donné envie de créer. C'est le fait de voir des gens qui, avec rien, arrivaient à créer des choses. Et de se dire, si eux y arrivent, pourquoi pas moi? Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je pense aussi, pour reboucler avec l'intelligence artificielle et même avec quelque chose de plus global sur la création, que l'intelligence artificielle va peut-être nous permettre d'avoir un nouvel Hollywood. De manière très concise, le nouvel Hollywood, ça a été la période début des années 60 jusqu'à fin des années 80, qui a été en fait l'arrivée de la télévision pour Hollywood, où c'était des films à gros budget, qui coûtaient très cher, le passage du muet au cinéma parlant, la télévision est arrivée, et du coup, les recettes salles se sont littéralement écrasées. Et parallèlement à ça, la réaction d'Hollywood a été à la base de faire des films encore plus grandiloquents. Par exemple Ben-Hur, également Cléopâtre, qui ont été des films qui ont coûté des millions et des millions d'euros avec des succès en salle extrêmement médiocres. Et parallèlement à ça, on a eu l'apparition du nouvel Hollywood dans les années 60, avec des réalisateurs comme Coppola, comme Scorsese, comme plein d'autres, mais dont je n'ai plus les noms, et qui en fait sont arrivés avec des films beaucoup plus bruts, beaucoup plus réalistes, et surtout beaucoup moins chers. Et les studios se sont dit, en fait, on en a marre de prendre des risques avec des films qui nous coûtent une blinde et qui en plus n'ont pas des succès en salle. Et ils ont commencé à se dire, on va faire des films d'auteur. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est juste que dans les années 60, aux États-Unis, le réalisateur d'un film, c'est un technicien. La véritable personne qui chapeaute le tout, c'est le producteur. Ce nouvel Hollywood-là a fait qu'en fait, des créateurs sont arrivés avec des projets d'auteur qui coûtaient moins cher que les gros projets et qui finalement avaient un succès en salle et étaient rentables. Du coup, les studios ont dit, on vous fout la paix, on vous donne de l'argent parce que vous nous coûtez moins cher, en plus, vous faites rentrer de l'argent dans les caisses. Et on a eu une émergence de la création et de réal, d'auteurs extrêmement important, et du coup, véritablement, des auteurs à Hollywood
qui sont arrivés pendant une quinzaine d'années grâce à ça, grâce au fait qu'en fait, ils ont proposé des films qui coûtaient beaucoup moins cher, parce que la pellicule leur permettait de filmer en extérieur, c'était des équipes beaucoup plus mobiles, ils proposaient des sujets beaucoup plus réalistes. Dans le fond des choses, il y avait aussi du coup la proposition de thématiques qui n'étaient pas abordées dans le cinéma hollywoodien de base, la guerre du Vietnam, la pauvreté, enfin plein de sujets qui avaient été ostracisés, qui leur ont permis en fait d'être véritablement des auteurs. Et un des billets de ça a été le fait que ça coûtait moins cher. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est un petit peu à cette dimension-là. On a des plateformes qui prennent de plus en plus de place, on a aussi de la création internet qui prend de plus en plus de place, des recettes qui sont beaucoup plus faibles pour des films au cinéma, pour les télévisions idem, des pages publicitaires qui commencent à faire un petit peu... à être un petit peu en berne. Et parallèlement à ça, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a des créateurs de contenu qui arrivent à faire des choses pour beaucoup moins cher, et je pense, j'espère en tout cas, que l'intelligence artificielle et que cette démocratisation de la création va permettre un nouvel Hollywood. Un nouvel Hollywood. Ouais. C'est beau. Un nouvel au carré Hollywood. L'IA. Donc, tu as évoqué des opportunités essentiellement de cette technologie dans du visuel et dans le cinéma en particulier. Quels sont les défis, notamment éthiques? Je pense que les défis sont extrêmement multiples. On a très basiquement déjà la question qui est la première question à se poser, c'est ce qui a servi à entraîner l'intelligence artificielle. Il y a une véritable question de savoir à quel point est-ce qu'il y a une captation de valeur et à quel point ces modèles se sont nourris d'œuvres préexistantes pour lesquelles les auteurs n'ont pas été rémunérés. Et que finalement, ce qui est généré est uniquement une copie plus ou moins proche de ce avec quoi elle a été entraînée. Donc on a une captation de richesse sans rémunération, on va dire, de ceux qui ont été à la base de cette création-là. Donc on a déjà cette première question, cette question-là éthique, de se poser la question de comment est-ce qu'on a des modèles, notamment sur la génération d'images et de la création de contenu, qui sont éthiques, entre guillemets, dans la manière de rémunérer les créateurs qui ont servi à entraîner l'algorithme. Je pense que ça, c'est la première dimension, d'autant plus dans un secteur de l'audiovisuel et du cinéma, où ce qu'on va créer est quelque chose qui est par le droit d'auteur et qu'on va pas remplacer, mais le travail que ça va faire est le travail que ferait un auteur ou un créateur qui a justement servi à entraîner cette machine. Donc le sujet est, je pense, beaucoup plus important dans l'audiovisuel et du cinéma, ou du moins beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus utile que, par exemple, ce que je disais tout à l'heure relativement à la génération d'un tableur Excel, où on est sur des problématiques qui ne sont pas les mêmes, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes. Je pense que ça, c'est la première problématique. La seconde problématique éthique, elle va être aussi sur à quel point est-ce qu'on remplace l'humain, à quel point est-ce qu'on assiste l'humain. Je pense que l'IA est extrêmement intéressante dès qu'elle est vue comme un outil. À partir du moment où elle est vue comme on peut remplacer des gens et faire du profit, la vision commence à être un peu plus questionnable. L'IA est pas mauvaise en soi. Je pense même que l'IA est extrêmement intéressante et qu'il faut s'en servir et va permettre d'ouvrir de nouvelles pistes créatives. Va permettre à des projets de voir le jour alors qu'ils n'auraient pas pu voir le jour. Des plans qui coûtent trop cher, l'intelligence artificielle va pouvoir les faire. Et du coup, on va pouvoir réaliser quelque chose qui est conforme à la vision d'un créateur sans pour autant faire exploser le budget. Donc c'est utile. Par contre, si demain on a quelque chose où l'intégralité du scénario est générée par IA, l'intégralité des doublages est générée par IA, et que tout l'objectif, et ce qui est assez intéressant et d'autant plus dramatique, c'est que les premières expérimentations, ou du moins là où ça pourrait le mieux fonctionner, c'est pour le contenu pour enfants, qui serait généré de A à Z par de l'IA. Et on commence déjà à avoir de l'animation, parce que c'est très performant en animation. Un enfant, ça s'en fout de la qualité. Enfin, ou du moins, ça n'a pas un regard aussi critique que de la qualité. Mais c'est d'autant plus questionnable d'un point de vue éthique de se dire, on va créer du contenu automatisé et un petit peu, enfin presque, c'est une référence un petit peu vieille, mais on est très proche de un film avec Louis de Funès qui s'appelle, mince, j'ai perdu le nom. Je pourrais pas t'aider, hein, malheureusement. Non, c'est un des Louis de Funès les plus connus et qui est magnifique, mais qui justement parle de restaurants et d'un critique culinaire, et notamment d'une entreprise qui fait des poulets synthétiques, enfin qui fait de la bouffe synthétique. Et le mot bouffe est employé express, et véritablement on est sur quelque chose de le poulet est recréé de A à Z, peint avec... Enfin, les scènes sont hilarantes, mais c'est véritablement ça, de créer à la chaîne quelque chose qui ne doit pas être créé à la chaîne. Et c'est un petit peu les enjeux qu'on va avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il faut qu'on fasse très attention à ce que, à la fois l'éthique et j'espère le réglementaire, évite ces possibilités-là, qu'on n'en abuse pas.
C'est un défi qui, bien entendu, est lié à l'audiovisuel et au cinéma, mais qui, je pense, est sur la société au global, de se poser la question de où est-ce qu'on veut laisser de l'humain, pourquoi est-ce qu'on veut laisser de l'humain, et comment est-ce qu'on redistribue ce qui est généré par l'intelligence artificielle. Et comment est-ce qu'on fait, non pas que ça soit quelque chose qui va asservir l'humanité plus ou moins, ou qui va mettre l'humain à la place de la machine, c'est-à-dire que la machine va générer et l'humain va vérifier, alors que dans une logique de base, c'est l'humain qui fait et la machine qui vérifie. De se retrouver en fait nous à la place de la machine et la machine à notre place. C'est une conception qui va être, je pense, extrêmement importante sur la logique éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ouais. Et d'autant plus sur l'audiovisuel et le cinéma, puisqu'on est sur un secteur qui, comme je le disais au début, en fait, où philosophiquement crée l'apanage de l'être humain. Donc, Oui. transformer ça par une IA, ça pose des questions. C'est tout à fait ça. Je rebondis sur ce que je disais aussi au début de l'émission, c'est que les médias, c'est un quatrième pouvoir, c'est un soft power et qui en fait contribue énormément, à mon avis en tout cas, au développement de la société et à sa culture. On peut se dire parfois que c'est du loisir, que finalement le cinéma ou le contenu audiovisuel quelconque, c'est souvent vu comme quelque chose de divertissant, mais en réalité, il y a un énorme impact culturel que ce contenu laisse. Et c'est pour ça que je m'interroge énormément sur l'aspect éthique de l'utilisation de la tech, de l'IA, pour la création de ce contenu-là. Ça peut paraître anodin à première vue parce que c'est juste du loisir, quoi, du divertissement, mais en réalité, je pense que l'impact est beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Je pense surtout qu'il y a un double impact, c'est notamment, et c'était assez intéressant, ça a été relevé au moment de l'arrivée de DeepSeek en France, où une des premières critiques qui a été faite, notamment par les Américains, c'est de dire il est extrêmement orienté, il y a des sujets qui blacklistent parce qu'il est excessivement pro-chinois. Dans les faits, Grok, le modèle de Elon Musk, est exactement pareil. Il a du coup des billets liés à la mouvance MAGA, liés à la rhétorique de Elon Musk sur le complotisme. Chaque modèle en fait est empreint de billets. Et il faut faire très attention quand on les utilise, notamment sur la création culturelle, parce que du coup on peut se retrouver avec des contenus qui sont biaisés par essence, et qui sont biaisés sans que l'humain ne soit intervenu sur ça. Et je suis complètement d'accord que pour le coup l'industrie audiovisuelle a un aspect culturel et par conséquent pas d'éducation mais du moins une influence sur beaucoup de choses. Après c'est un débat qui je pense est très large et qui questionne même plus que l'arrivée de l'intelligence artificielle sur la place que doit avoir l'audiovisuel. Est-ce que l'audiovisuel doit systématiquement être politique et faire réfléchir ? Par exemple, Platon disait l'artiste doit être au service du philosophe parce que l'artiste en fait arrive à diffuser un message par des émotions qui sont beaucoup plus facilement compréhensibles par le monde qu'un philosophe qui va faire quelque chose par du raisonnement pur et dur et qui de temps en temps va être imbitable. L'artiste a cette faculté-là à communiquer à tout le monde. Et c'est un débat, je pense, qui est éternel, et je pense, qui est est-ce que l'art a une utilité, presque, et une utilité politique, culturelle, d'éducation, ou est-ce que l'art est inutile dans le sens où il ne doit poursuivre de base aucun but. Si jamais il en atteint un par hasard, tant mieux, mais il doit être autosuffisant. C'est, je pense, une question globale et je pense que l'IA ne change pas ce paradigme-là. L'IA rajoute des problématiques et questionne d'autant plus par rapport à ça parce que on va avoir une influence culturelle et on va avoir aussi une propagation énorme de fake news, une propagation énorme de relativité qu'on a par rapport à l'image. La question de à quel point est-ce qu'on doit brider ces contenus-là et à quel point est-ce que l'IA aura une influence sur, en tout cas, je parle véritablement de la conception audiovisuelle créative, pas de tout ce qui va être la fake news, toute l'utilisation qui pourrait être faite en deepfake, où là pour le coup c'est véritablement une problématique et il faut absolument réglementer. C'est plus sur l'aspect de soft power culturel que va avoir la création audiovisuelle. Ce soft power là il est existant, l'IA va peut-être l'augmenter, va peut-être au contraire permettre de la réguler. Je pense que ça a plus un risque que ça l'augmente. Mais c'est des biais de toute façon qui sont déjà présents. Il suffit de le voir au cinéma où c'est majoritairement un certain type de réalisateur qui est mis en avant,
où c'est un certain type de thématique qui va être mis en avant. De toute façon, l'industrie est déjà biaisée. Quel que soit le secteur, il y a des biais. L'IA va juste amplifier et rendre inconscient ces biais-là, donc c'est d'autant plus risqué. Mais je pense pas que ça crée des nouvelles problématiques. Ça va juste les augmenter. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler un peu la situation? Il y a En des mécanismes qui sont déjà en place. Comment peut-être la régulation sur l'IA, la régulation existante, comment elle permet de résoudre le problème? Bah, c'est assez compliqué parce qu'on a une régulation, mais qui n'est pas vraiment une régulation, et on a plus de savoir vers quelle philosophie on va. En tout cas, sur l'audiovisuel et du cinéma, la grande problématique qu'il y a, c'est que l'IA n'est pas dédiée que à l'audiovisuel et au cinéma. Donc c'est une toute petite part sur le gain de productivité que peut donner l'intelligence artificielle. Par conséquent, les problématiques que soulève l'audiovisuel et le cinéma, qui sont justement l'entraînement avec du contenu protégé par des auteurs qui permettent de générer du nouveau contenu, et le cadet des soucis, dans les faits, des gens qui veulent réglementer l'intelligence artificielle ou qui veulent être pro-tech. On le sait, c'est pas un secret. On est sur l'intelligence artificielle a créé un marché qui est très concurrentiel, et un marché dans lequel l'Europe et la France veut s'intégrer. Et par conséquent, le droit d'auteur et les problématiques qui sont liées à l'audiovisuel et au cinéma peuvent être perçus comme des barrières. Et la problématique, c'est qu'on veut être concurrentiel et qu'il y a des barrières, en général, on fait sauter les barrières. Ce qui du coup fait qu'il faudrait réguler, il faudrait dire bah non, le droit d'auteur, il doit être respecté. ChatGPT par exemple, enfin j'en prends au pif, ChatGPT, Mistral ou n'importe quel autre modèle doit s'entraîner sur du contenu qui n'est pas protégé par le droit d'auteur, doit rémunérer les gens, doit faire un système de licence, ne peut pas faire de la contrefaçon. Dans les faits, ça a déjà été fait, ils sont basés sur une directive européenne, ils ont réussi de toute façon à entraîner leur modèle. La conséquence maintenant aujourd'hui, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'étonnerait qu'on arrive à faire quelque chose sur l'entraînement, très sincèrement. On a un minimum d'espoir avec la transparence des bases d'entraînement et de permettre du coup de savoir avec quoi ils sont entraînés et du coup de redistribuer une partie de ce que génèrent ces modèles-là aux ayants droit. Après, c'est une goutte d'eau, c'est des modèles qu'on voit par exemple avec Spotify où la propagation et l'explosion de création de contenu a énormément fait baisser la valeur. Et que dans les faits, ceux qui s'en tiraient très bien, c'était ceux qui étaient très gros, mais que les petits, en fait, perdaient énormément d'argent dans ce pot commun-là. Parce que ça allait être... c'est comme si vous prenez un énorme gâteau et qu'on allait répartir en fonction du nombre d'écoutes que vous allez faire. Si vous faites 3000 écoutes, mais que vous êtes en face de quelqu'un qui va en faire 15 milliards, votre part du gâteau, elle va pas être énorme. Et c'est un petit peu ce modèle-là à la Spotify, c'est qu'en fait, on va avoir un montant qui va être certes énorme, mais une telle disparité d'ayants droit qu'on va se retrouver avec des sommes qui sont risibles. Donc ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que ça va être mis en place, si c'est mis en place. Et la réglementation, je pense qu'elle va plus se passer sur l'utilisation qu'on peut en faire. Et je pense malheureusement que la réglementation ne se passe pas forcément d'un point de vue juridique, il faudra qu'elle ait lieu, mais que ça va être aussi énormément aux différents acteurs. Au sens large, pas les acteurs de cinéma, mais aux acteurs, les producteurs, les graphistes, enfin tous les gens qui interviennent dans le milieu de visuel, de s'autoréguler et de se poser la question de quel monde je veux voir. Et comment est-ce que je fais une utilisation de l'intelligence artificielle qui est éthique? De faire de la pédagogie par rapport à ça, de faire remonter ces sujets-là. Je pense que le nœud, il est véritablement là. Et ce qu'il faut faire, c'est véritablement là. Est-ce que, en gros, le créateur peut facilement intégrer l'IA dans son processus créatif, l'IA ou toute autre nouvelle technologie? Je pense qu'on est une phase encore qui est assez transitoire, donc c'est assez compliqué d'avoir une vision globale de ça. Enfin, si les coûts vont être une conséquence, enfin ça va être une problématique sur notamment l'utilisation de certains logiciels qui coûtent très cher. Mais je pense que là où la plus grande barrière va exister, ça va être sur la formation. Les gens et les créatifs ne sont pas forcément formés à l'utiliser dans l'absolu. C'est très simple à intégrer dans un workflow, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va nous générer une image. Après, comment bien l'intégrer dans un workflow, c'est beaucoup plus compliqué. Générer une image qui est cohérente et qui va nous permettre d'avoir le résultat qu'on veut exactement, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire. Ça va demander d'avoir énormément de paramètres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les réalisateurs, par exemple, sont ceux qui se servent le mieux de génération de vidéos, de génération d'images. Parce qu'ils savent exactement quoi demander à la machine, avec quel langage, pour qu'il leur génère quelque chose qui est
similaire à la vision qu'ils ont. C'est, je pense, de la formation, c'est savoir comment l'utiliser, savoir aussi comment minimiser des problématiques de droit d'auteur avec l'utilisation. On est de toute façon pour l'instant encore sur un vide juridique, donc la première réponse que je te donnerai comme obstacle, c'est le cadre juridique qui est de toute façon extrêmement en zone grise. Donc on ne peut pas l'utiliser de manière safe parce qu'on ne sait pas trop où ça va aller, on ne sait pas trop quelles conséquences ça va avoir à terme. Si on fait disparaître ces contraintes juridiques-là, ça va être véritablement l'aspect de formation, l'aspect de s'intéresser aussi à ça, et que c'est pas aussi automatique qu'on veut nous le vendre. Il faut démystifier ce truc-là, de se dire, on va pouvoir générer un truc en 5 minutes avec ChatGPT, avec un générateur d'images, avec du Midjourney, on va pouvoir faire un truc qui est incroyable. Non, vous allez réussir à faire quelque chose, mais quelque chose qui est aléatoire au possible. Et si on veut véritablement être un créateur, ça va demander de savoir utiliser ces outils-là. Et je pense que la difficulté, finalement, elle est beaucoup plus là. Sur le manque de formation, comme un graphiste a besoin de se former à Photoshop, comme un réal a besoin de connaître les caméras, enfin, un chef-op a besoin de connaître les caméras, a besoin de connaître la lumière, a besoin d'avoir tout ce background-là technique. Et je pense que l'IA, le premier obstacle est là déjà. Ok, donc pour résumer, on pourrait dire qu'il y a quand même un cadre juridique, Oui. même s'il est en zone. On est sur une zone grise, par exemple, notamment sur ce qui va être généré par l'intelligence artificielle. On sait plus ou moins que ça va pas être protégé par le droit d'auteur. Par contre, on ne sait pas à partir de quelle intervention humaine qui serait faite sur une base générée par une intelligence artificielle, on pourra considérer que c'est protégé par le droit d'auteur. On est sur quelque chose où on a des pistes, mais on n'a aucune certitude. Ouais. Il y a beaucoup d'interprétations, mais comme avec n'importe quelle œuvre de l'esprit, en fait, au final, quand on essaie de démontrer l'originalité, la problématique, à mon sens, est à peu près la même, que ce soit avec ou sans l'utilisation de l'IA. Oui, elle est assez similaire, mais je pense que l'IA amène ce côté-là où on a une présomption du coup que c'est pas protégeable. Et qu'à partir du moment où on utilise l'intelligence artificielle, c'est notamment ce qui s'est passé aux États-Unis, le premier arrêt des États-Unis. Ensuite, la position a été un petit peu modifiée, mais qui a été, vous avez utilisé l'intelligence artificielle, c'est non protégeable par le droit d'auteur. Ce qui signifie que on a une incertitude de savoir véritablement est-ce qu'une contribution humaine et à quel gradient de la contribution humaine on pourrait être protégé par le droit d'auteur. Dans le cas de l'originalité, il va falloir qu'on brode, mais on n'a pas on part du principe que de base on a quand même l'originalité. On se dit plus c'est comment est-ce qu'on va justifier tout ça. Là avec l'intelligence artificielle c'est plutôt la logique inverse. C'est on part de base qu'on l'a pas et c'est comment est-ce qu'on l'obtient. Et est-ce que on peut l'obtenir surtout. On n'a aucune certitude là-dessus. C'est une logique inverse. Ouais. Ok. Et du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu évoques aussi une limite pratique. C'est que c'est pas aussi simple que ça d'utiliser l'IA et d'en faire une aide précieuse à la création. Il faut vraiment avoir une formation, un certain savoir-faire pour pouvoir s'en servir. Pour produire quelque chose de qualitatif, oui. Pour produire des trucs très génériques, c'est assez simple. Mais sur des choses très précises, véritablement faire un court-métrage complètement en IA avec un style visuel très particulier, une histoire qui se tient la route, ça demande des compétences techniques. C'est pas à la portée de n'importe qui. C'est presque rassurant. Un peu. Quel serait ton mot de la fin? Est-ce que tu veux partager des conseils peut-être au public? Je pense déjà s'intéresser et avoir une vision. Je trouve que c'est extrêmement important et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même je consomme pas mal de choses sur TikTok, je consomme pas mal de reels sur Instagram. Et quelle que soit la vie qu'on en ait, je pense que c'est très important de regarder ce que c'est et de s'intéresser avec un regard assez objectif sur tout et de toujours avoir une vision de se dire qu'est-ce que ça peut apporter et où se cache la créativité. Je trouve que TikTok est un très bon exemple là-dessus parce que c'est très stigmatisé comme une plateforme qui propose du contenu débilisant. C'est en tout cas les termes qu'il y a très souvent, que ça abrutit la jeunesse. Et que paradoxalement à ça, on a des créateurs, moi, que je trouve extrêmement intéressants dessus. TikTok, c'est qu'un outil. Il y a des algorithmes qui vont pas, ça fonctionne mal. Du coup, ça pousse forcément à du contenu qui va être plus questionnable. Mais on va aussi avoir à l'intérieur de tout ça du contenu qui est incroyable. La question qu'il faut se poser, c'est se dire où est-ce que je vais chercher les choses, se poser la question de comment est-ce que on arrive à mettre ce contenu-là en avant, comment est-ce qu'on peut repérer ces gens-là et comment est-ce qu'on n'a pas un regard extrêmement snob sur ça, de se dire on l'écarte, ça n'a aucun intérêt.
Et je pense que c'est l'erreur qu'a fait la télévision, et ça c'est un avis très personnel, et je pense que c'est lié à ma génération et à ma consommation d'Internet, et que j'ai grandi avec ça, c'est le fait que la télévision est snobée pendant très longtemps. La culture YouTube et la culture Internet, elle le paye aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que c'est cette même logique, je pense, sur la création, de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux et les nouvelles manières de créer, les nouvelles manières de diffuser, non pas comme un frein et quelque chose duquel il faut se protéger, mais comme quelque chose qui peut être utilisé pour créer justement de manière plus libre. Et je pense que c'est le plus intéressant. TikTok et Instagram, c'est des moyens de créer qui sont extrêmement intéressants. C'est des moyens de trouver des nouveaux concepts et des nouvelles façons de raconter les histoires. Des nouvelles façons aussi de filmer, des nouvelles façons de diffuser. L'IA, c'est la même chose. Ça va permettre de créer des nouvelles choses. Et au lieu de se dire, c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'ai pas envie d'utiliser, à l'inverse, c'est se poser la question de comment est-ce que je peux utiliser ça, au contraire, pour stimuler ma créativité et créer quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça le plus important et ce qui est, à mon sens, le fondement même de la création. C'est super. Je te rejoins à 100%. Donc, créez, lancez-vous, c'est cool. Explorez tout ce que le numérique propose aujourd'hui. Merci infiniment. Bah, avec grand plaisir. Mm. J'espère avoir été J'étais, intéressant. C'était hyper intéressant. Je suis très contente que tu sois venue. Je vous dis merci infiniment pour votre écoute si vous êtes sur Spotify ou pour votre visionnage si vous êtes sur YouTube. Et je vous dis à bientôt.